Dis-toi Daddy. Bienvenue sur mon émission Dis-toi Daddy, l'émission qui vous fait découvrir le milieu des métiers de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, je suis avec Sébastien Bolin, comédien de doublage. C'est ça. Merci Daddy en tout cas de m'inviter. Ça fait très plaisir. Merci à toi d'être venu déjà. Donc on va commencer par une première question. Tu as quand même une enfance assez atypique. Tu es né au Niger. Oui. Tu as passé toute ton enfance quasiment en Amérique latine. Pourquoi ? Eh bien, j'ai mis parce que. Non, parce que du coup, j'ai suivi mon père. Donc, je suis né à Niamey, au Niger. J'ai vécu mes premières années, 4-5 ans. Ensuite, j'ai été en Haïti. Puis après, tout le reste en Amérique latine. Et je suis venu en France. C'est le 6e pays dans lequel je vis. Je suis venu quand j'avais 20 ans. Parce qu'on m'a dit, t'es français, va en France. Donc, du coup, je suis allé voilà, c'est pratique. Oui, je suivais, en fait, mes parents, mon père travaillait pour l'Union Européenne dans la coopération. Donc, avant ça, il était dans des ONG. Et puis après, avec l'Union Européenne, ils allaient, dans certains pays pour aider sur des projets de développement. Donc, moi, j'ai suivi comme ça tous les 4-5 ans à bouger un peu à droite à gauche. Et donc, voilà, beaucoup l'Amérique latine, là où j'ai commencé le théâtre, notamment. Et puis voilà, on m'a dit, je voulais en faire mon métier, on m'a dit, il n'y a pas d'avenir dans la comédie en Amérique latine, donc t'es français, va en France. Et voilà, donc je suis arrivé à Paris il y a maintenant 11 ans, un peu plus d'11 ans. Du coup, tu parles combien de langues là ? J'en parle, il y en a que je pratique plus trop, mais j'en parle 3. À une époque, j'en parlais encore 4, le portugais, mais ça fait longtemps que je l'ai pas, enfin le brésilien, ça fait longtemps que je l'ai pas pratiqué, donc je le mets plus trop, mais du coup 3. Au Niger, il y avait des dialectes ou c'est que oui. anglais ? Non, c'est français. Ah bon, En tout cas, à l'époque, c'était français. Là, okay. là, je ne sais plus trop. C'est très compliqué la situation. Mais non, mais par contre, il y avait aussi des dialectes, etc. Mais moi, de toute façon, j'étais trop petit, donc je parlais déjà français, c'est déjà pas mal. Et après, par contre, oui, en Haïti, c'est français. Enfin, ça parle français, je veux dire, et créole. Mais ma sœur parle créole, mais moi, j'ai pas appris le créole. Et par contre, en Amérique latine, moi, j'ai appris aussi en partie un peu un dialecte là-bas qui s'appelle le guarani. C'est une langue indigène et notamment au Paraguay, quand on parle espagnol là-bas, on utilise aussi des mots guarani. Et donc du coup, à une époque, je parlais espagnol avec des mots guarani. Bon, maintenant, ça remonte à il y a plus de 10 ans. Donc. D'accord. Mais t'as vraiment grandi au Paraguay ou vous avez bougé un peu partout en Argentine ? Je te dis, tous les 4 ans, on changeait de pays pour vivre dans les pays. Donc avant le Paraguay, c'était l'Équateur. J'ai fait 4 ans là-bas aussi. Mais après, oui, comme t'es frontalier, tu vois, j'allais en week-end au Brésil, par exemple, mais c'est parce que, oui, mais voilà, mais ici, en week-end à Dakar. Moi, je vais à Clermont-Ferrand. Voilà, tu vas à Clermont-Ferrand, comme moi, j'allais à Rio, tu vois, mais c'est parce que c'est en termes de temps, c'est pareil, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, enfant, tu étais comment ? Sérieux, turbulent ? J'étais on était très dynamique, je dis parce que mes frères et sœurs aussi, qui sont plus âgés que moi, mais on était très dynamique parce qu'on faisait vraiment beaucoup de choses, on voyait beaucoup de choses différentes et donc on était très 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 curieux et très amenés à, enfin voilà, nos parents nous ont fait vraiment rencontrer des gens, des cultures différentes, des choses. Donc on était on était à l'étranger et contrairement à certains amis que j'aurais pu avoir qui restaient vraiment dans leur cocon entre eux et qui vivaient à l'étranger mais sans vraiment vivre à l'étranger, nous on était vraiment on essayait de vraiment faire des contacts avec tout le monde. Donc on était très vivants, j'ai envie de dire. Après aussi un peu isolé parce que malgré tout c'était d'autres cultures. Malgré tout nos parents nous essayaient un peu de nous apprendre la culture française, j'ai envie de dire. D'accord. Même si eux-mêmes sont nés à l'étranger et ont très peu vécu en France. Oui. Donc c'était un peu il y avait des fois j'ai pas envie de dire des clashs mais des mélanges qui étaient un peu difficiles, quoi. Fallait s'adapter à l'endroit où on était. Parce qu'on estimait que quand on arrive dans un pays, on fait comme on doit faire dans ce pays-là, mais en même temps, on nous apprenait aussi notre culture parce qu'on savait qu'on allait faire des études, de retour en France. Toute ma famille, on est tous repartis en France après. Après, ils sont tous repartis. Il y a presque que moi qui suis resté. D'accord. Mais voilà, quoi. Très dynamique. Et tes frères et sœurs, ils sont dans le milieu du spectacle ou pas du tout ? Pas du tout. Il y a vraiment que moi. On avait tous, en fait, depuis enfant, on entendait des sketchs et on les refaisait derrière. Et donc, on faisait rire tout le monde le week-end, la famille, les amis, etc. Et mes frères, après, sont restés dans un truc un peu plus scolaire, j'ai envie de dire. Ils ont fait des études, etc., etc. Et moi, ça ne m'a jamais quitté, ce truc de reprendre des sketchs, de faire rigoler, de faire des conneries. D'être le troubadour. Le troubadour, voilà, c'est ça. J'étais troubadour. Voilà, j'étais saltimbanque plus longtemps que mes frères et sœurs, qui eux l'ont été aussi, mais voilà, à un moment donné, ils se sont arrêtés et moi, j'ai continué
Et voilà, je me cherchais, je savais pas ce que j'allais faire, des études, pas des études. J'étais pas hyper scolaire, j'étais pas mauvais, j'étais pas du tout un cancre, j'étais bon, middle quoi. D'accord, ok. Et voilà, mais voilà, j'ai fait une rencontre, un metteur en scène, et on a joué des pièces en français et en espagnol en Amérique latine. Et donc on a joué au Brésil, en Argentine, on est parti un peu comme ça. Et il m'a dit, il faut que tu fasses ce métier. À la grande joie de mes parents, D'accord, ouais. qui étaient quand même un peu old school, en tout cas à cette époque-là. Donc ça a été compliqué de enfin comment dire, ouais, de les convaincre. D'accord, ouais. Mais j'ai réussi quoi. Du coup, ouais, c'était parce que sur mes fiches là, tu réponds un peu à ma question. C'était Claude Mani. Claude Mani. Mani, ton metteur en scène. Non, non, c'était Pascal Vallier, mais Ah oui, c'était Pascal une Vallier. pièce de Claude de Mani, c'est ça? Mani, ouais. Voilà. Vous avez joué au Paraguay, c'est ça, à New York. Et qu'on a joué. Alors là, ça c'était pas New York. Pas New York, Ça, on l'a joué. de fausses infos, c'est pas grave. Non, New York, c'est avec les Daniers, avec la Comédie Française. Ça vient après. Bien après, ça vient depuis que je suis en France. Donc, quand j'étais en Amérique latine, on a joué pas mal des Fedo, du Claude Mani aussi. On a joué un peu de tout ça, mais qu'on a joué dans l'Argentine, au Brésil et au Paraguay, du coup. Du coup, t'as joué un peu en France, en français, et à l'étranger en espagnol. Pour toi, t'es plus à l'aise dans quel style? Dans quelle langue? Là, aujourd'hui, je dirais le français, parce que ça fait quand même, voilà, comme je te disais, 11, bientôt 12 ans, je crois, que je suis ici. Je n'ai plus aucun contact avec l'Amérique latine, à part 2-3 copains, mais c'est vraiment très, très, très peu. Même maintenant, je le pratique peu. Ici, je suis amené des fois à travailler, notamment dans la voix en espagnol, faire de la pub ou même faire du doublage de jeux vidéo espagnol. Ça m'est arrivé une fois de le faire. Mais sinon, maintenant, je suis vraiment qu'entouré de français, dans la langue, j'entends. Ouais. Et donc, du coup, l'espagnol, maintenant, je le pratique aussi comme ça, mais je suis peut-être un petit peu moins à l'aise que quand j'étais plus jeune. Ouais. D'accord. Et du coup, là, tu nous dis que t'es arrivé il y a 11 ans en France. En fait, comment ça s'est passé ton arrivée? T'as intégré les cours un peu Florent, les cours classe libre. Alors, j'ai pas fait la classe libre. J'ai tenté la classe libre. J'ai été en liste d'attente, mais bon, j'ai pas été prise dedans. Je fais les cours Florent parce que de l'étranger, on connaissait que ça. Ouais. L'arrivée c'est peut-être le pays, la France, dans lequel c'était le plus compliqué pour moi d'intégrer et d'arriver. Après, je fais la différence vraiment entre Paris et la France. C'est très différent. Moi, la France, c'est un pays absolument magnifique. De tous ceux que j'ai pu visiter et voir, c'est un de mes pays préférés. Maintenant, la ville de Paris, déjà, j'étais passage en vacances quand j'étais plus jeune et je me disais Paris, jamais j'irai vivre ici. Ça fait donc 11 ans que je suis là, mais ça a été très compliqué. Parce que même presque, j'ai l'impression que culturellement, c'était vraiment trop différent de ce que j'avais pu vivre avant. Alors qu'avant, déjà, c'était des choses. Plus speed. C'était plus speed, la ville de manière générale, mais ça ne me concerne que moi, je trouve ça très agressif et très violent, et je trouvais que, j'ai vécu des violences, des coups d'état, des machins dans les pays dans lesquels j'étais, mais c'était pas du tout le même genre de choses, mais je veux dire, dans le quotidien, j'ai été moins à l'aise. Heureusement, j'ai rencontré vraiment des amis qui sont dans le métier aussi, qui sont les meilleurs amis maintenant et qui m'ont vraiment dit t'es un Indien dans la ville. Donc ils se sont vraiment occupés de moi. Tu vois, je savais pas ce que c'était qu'une sécurité sociale, mutuelle. Ma première mutuelle que j'ai eue, c'était il y a 6 ans maintenant. Je sais même pas ce que c'était. Donc moi, je payais plein pot parce que je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Donc j'arrivais vraiment, et comme c'est pas marqué sur ma tronche que je viens de l'étranger, les gens me disaient mais t'es complètement con ou pas? Je dis non, je suis désolé, je le connais pas en fait. Donc ça a été un peu dur, et puis j'ai ces amis-là qui m'ont vraiment appris des choses que mes parents ne pouvaient eux-mêmes pas m'apprendre parce que ça faisait 40 ans qu'ils n'étaient pas en France. En 40 ans, il s'est passé des choses en France. Donc du coup, c'était une vraie découverte. Et voilà quoi, donc il a fallu s'adapter, et là maintenant je pense être un peu plus adapté. D'accord. Du coup, là, t'es revenu en France, pardon, et t'avais joué des pièces en France, les damnés de Monsieur Visconti. C'est ça, mis en scène par Ivo Vonov. Donc ça, c'était avec la Comédie Française, en fait. Donc j'ai fait 4 ans avec eux. J'étais pas pensionnaire, j'étais acteur auxiliaire. Donc c'est-à-dire que j'ai pas vraiment voulu y rentrer, ça ne m'intéressait pas d'y rentrer. Par contre, j'ai appris énormément de choses avec eux, et c'était une troupe, c'est une troupe vraiment, vraiment, vraiment super. Mais bon, voilà, moi j'avais envie de pas être dedans, je voulais un peu pouvoir être très libre ailleurs, voilà, et en même temps prendre tout ce que j'avais à prendre en termes d'expérience, de rencontres. Et donc du coup ça, on l'a joué en tournée à Londres, on l'a joué à Anvers aussi en Belgique, on l'a joué à New York.
Voilà, donc ça, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et ça nous a amené jusqu'en 2020 avec notre bon vieux fameux Covid. Et je venais de commencer le doublage depuis 1 an. Et voilà, maintenant, je ne fais vraiment, enfin, en tout cas, pour l'instant, que du doublage. Et comment t'as intégré justement la comédie française? C'est quoi, c'est des concours? Non, alors ça dépend Putain. des contacts, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai payé, bien sûr. Voilà. Non, tout simplement, surtout que moi, pour le coup, comme j'avais pas le parcours royal, comme on dit, c'est-à-dire sortir d'une école nationale comme le CNSAD à Paris ou l'ENSAT à Lyon, Comme Pascal. voilà, Romain. T'as pas. voilà, tu vois, Le standing, là, le chemin. c'est pour voilà, Qu'on salue. que je vous vois. Je ne peux pas tutoyer. Non, pas du tout. Donc voilà, moi j'ai pas ce schéma-là, et c'est souvent ce que la comédie française, en tout cas à une époque, allait chercher, récupérer des gens qui sortaient de conservatoire. Moi j'ai fait les cours Florent, donc une école privée. J'ai même pas fait, j'ai pas fait la classe libre, j'ai pas fait un peu ce qu'on appellerait le top du top. Mais il y a eu un spectacle que Ivo Vanov, donc metteur en scène étranger, mettait en scène à la Comédie Française, et donc du coup la troupe avait déjà pas mal de comédiens. Ils lui ont proposé tous les personnages, et il y avait 12 rôles, premier rôle et secondaire évidemment, et il y en a 11 qui l'intéressaient. Il y en avait un, il savait pas du tout ce qu'il allait faire de ce rôle, parce que c'était un rôle secondaire mais en même temps important, en même temps voilà, et personne l'intéressait. Il a dit vous faites des castings, je veux pas le savoir. Donc du coup ils ont fait des castings. Et les écoles ont eu vent de ça, etc. Et donc on a mis mon dossier, parce qu'il fallait quelqu'un de polyvalent, capable de s'adapter sur les langues. Et il a fallu que je chante un peu en allemand. Je parle pas du tout allemand, mais comme j'avais plus un an, voilà, voilà. Et puis c'est comme si ça parle de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un peu des chants allemands. C'était pas nazi, mais c'était. C'était pas loin, quoi. On était pas loin. On était pas loin. Donc bon, bref. Donc il fallait s'adapter, être capable. Voilà, fallait être un peu sportif, un peu machin. Bref, donc du coup j'ai passé l'audition. On était, je sais plus combien, une centaine à passer. Et vraiment des physiques différents. Vraiment, moi je suis arrivé là-bas, c'était une boîte de crayons de couleur, quoi. On était, qu'est-ce qu'ils cherchent les mecs? Voilà. Et donc j'ai été rappelé, et on m'a dit c'est toi, t'es pris. Donc du coup ça a été une aventure absolument géniale. Et voilà. Parce que je joue à Londres quand même. Ouais, New York. New York, devant des salles. On a au Palais des Papes aussi. Initialement, c'était que pour Avignon 2016. Ça faisait 23 ans que la Comédie Française n'avait pas mis les pieds à Avignon. Donc en plus, c'était un moment assez important. Avignon, Avignon, dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Enfin, tout ça, c'est que des trucs. Bon, il y avait du Mistral, ça a été horrible à des soirées, mais on était là, on grelottait, puis on était microtés aussi. D'accord, ok. Donc quand t'es là, et puis que tu dois rester silencieux, et puis quand on entend des clac 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 de tes dents dans tout le Palais des Papes, parce que t'en peux plus. C'était parce qu'évidemment, torse nu dans la bière, je jetais de la bière sur le sol, je courais, puis je faisais un ventre-église comme ça, à poil. Et oui. Ah, vous faites ça. Voilà, t'as loupé ça. Mais c'est bien en DVD, hein. Pour ceux qui veulent, vous pouvez acheter la Comédie Française, le DVD des damnés, évidemment. Vous nous voyez à poil, moi, quand j'avais peut-être 22 ans. Voilà. Donc, non, c'est une très très belle expérience. J'ai eu aussi l'occasion, du coup, de faire quelques lectures publiques avec eux. D'accord. Donc ça aussi, c'était très intéressant. Et puis, voilà. D'accord. Et après, du coup, après les planches, tu passes face à la caméra. Voilà. Tu fais quelques courts-métrages. Mm-hmm. Et pourquoi avoir choisi ce format Alors, j'ai fait court-métrage. Alors, télé, j'ai eu quelques petites expériences, des petits passages sur scène de ménage, dans le club. t'as fait scène de ménage. J'ai fait dans un épisode, un petit truc. C'est juste avant une semaine avant que le Covid, qu'on soit confiné. Donc voilà, j'ai pas eu c'était pas trop mon truc, en fait, la télé. Les rares expériences que j'ai eues, je sais pas que ça s'est mal passé, mais ça m'a pas trop intéressé. Et du coup, en fait, comme j'ai des amis qui sont eux-mêmes aussi donc comédiens, mais qui font aussi de la réalisation, qui ont du matériel, qui ont machin, etc. On s'est dit, mais on fait nos courts-métrages, on fait ce pour qu'on a envie d'être comédien, et donc pas faire des castings, mais faire nos propres trucs. Et on s'est dit, pour engranger de l'expérience, commencer par des petites choses, c'est par des petites choses qu'il faut commencer, pour quand on s'y connaît pas des masses. Et donc du coup, on a fait plein de courts-métrages, etc. Ça permet d'alimenter aussi ta bande démo. Voilà, les bandes démos, etc. Mais j'ai très très vite arrêté de chercher télé, cinéma, parce qu'en fait, c'est vrai que la caméra, à part si c'est un projet qui me tient à cœur, avec des amis,
Ça m'intéresse pas plus que ça. Même quelques pubs, non J'ai fait quelques pubs. Après, j'ai un peu refusé parce que des fois, j'aime pas trop défendre. Si c'est pas par nécessité, j'aime pas défendre des produits, par exemple, que je n'aime pas. Oui. Voilà. Donc, il y en a qui n'ont pas trop le choix financièrement et qui vont le faire. Et c'est voilà. Quand on a le choix, parce que voilà, on arrive à faire telle pièce de théâtre, tel machin à côté. Bah moi, je le fais pas du coup. Je me dis. Okay. Donc après, tu t'es retrouvé dans le doublage. Je me suis retrouvé dans le doublage. Et grâce à une personne en particulier ou par le hasard. Oui, bah j'ai envie de dire que c'est un peu le hasard de la vie, mais toujours par quelqu'un. C'est-à-dire que notamment quand on faisait un des courts métrages, le premier vrai presque moyen métrage que j'ai fait avec un pote, Basile, Anaïm Alaïs, que je salue, qui était sur les planches encore pas longtemps, qui en fait lui réalisait le court métrage et toutes les scènes en intérieur, donc toutes les scènes où il y avait des dialogues et des monologues, le son avait sauté. Il y avait plus de son, plus rien. Pendant le montage, on s'est rendu compte qu'il y avait plus rien du tout. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, il m'a dit, bah, tu sais quoi, tu vas faire les bruitages et puis tu vas te doubler. Je fais d'accord, ok, bon, bah, ok, pourquoi pas. Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai refait les bruitages, les machins, je me suis redoublé, donc toutes les scènes dedans, en fait, sont doublées. D'accord. Et ça a bien marché. Je le faisais. Bah après, c'est plus. Enfin, je trouve que c'est plus facile de se doubler parce que j'avais juste à me souvenir de quelle est l'énergie que j'avais et puis bah, je recalque et puis terminé quoi. Puis c'est du français, français. Donc voilà, c'est un peu plus facile. Puis il m'a dit, mais mec, faut que tu fasses du doublage. Et j'ai fait, mais ouais, mais c'est. Enfin, est-ce que c'est fermé? Je connais personne, etc. Et au même moment, j'entraînais un pote en sport qui venait de se mettre en doublage, qui avait fait un stage, une formation, qui commençait à faire du doublage, et il m'a dit, mec, ça te correspondrait tellement, t'adorerais, franchement, fais une formation, t'as les financements AFDAS, vas-y. Donc, le financement AFDAS, voilà, comme j'étais, pour ceux qui connaissent pas, quand on a un certain nombre de cachets depuis un certain temps, on peut avoir un stage. Ouais, c'est une statut d'intermittent. Voilà, d'intermittent, par rapport au truc AFDAS. Et donc, du coup, ça permet de financer ces formations. Donc, je me suis fait financer une formation de doublage. Ça a été un coup de cœur énorme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette période-là, j'avais un petit peu mon cœur se brisait un peu au niveau du théâtre. J'avais plus envie de jouer. J'avais envie peut-être de changer. Et en fait, ça m'a redonné le goût du jeu. Et voilà, j'ai entendu Adrien Larmonde qui disait la dernière fois que beaucoup me font la différence entre comédien, doublage et comédien. Bon, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je suis pas du tout d'accord parce que peu importe le support, que ce soit au micro, que ce soit à l'image, que ce soit sur une scène, l'intérêt c'est lequel? C'est le jeu. Donc c'est de jouer. Donc même si on va se calquer sur le mec en face qu'on va doubler, il a déjà bossé. Le gars, il s'est mis là, il s'est mis sur la caméra. Mais il faut pouvoir redonner ça et l'adapter en français. Quand on fait des produits coréens, par exemple, c'est pas du tout les mêmes codes de jeu, c'est pas du tout les mêmes intentions ni rien. Donc c'est hyper intéressant de se nourrir de ça et de jouer. Et donc moi, mon plaisir, c'est de jouer. Et je me suis dit, bah que ce soit en doublage ou que ce soit au théâtre, moi je m'en fous. Moi, je veux juste jouer. Donc voilà. Et j'ai fait donc ce stage et maintenant je fais du doublage depuis 5-6 ans. D'accord. Et quand tu parles justement de jeux, sur les dramas, ce qu'on appelle les séries coréennes, etc. Est-ce que pour toi c'est un peu de la création de voix aussi, ou vraiment tu calques quand c'est du live action, tu le calques sur le comédien, mais finalement t'as pas les mêmes codes. On n'a pas les mêmes codes en France. Pour moi, je dirais c'est peut-être un peu de la création et en s'inspirant des mouvements ou de l'intensité de jeu du. Oui, il y a la création, je dirais plus de l'adaptation, parce qu'on va adapter. Nous en France, enfin en français, on parle beaucoup, on est très voilà comme ça, ça bouge beaucoup. Là, le coréen, en tout cas dans les produits que j'ai eu l'occasion de doubler, c'est très linéaire. Et puis c'est même entre ouverture et fermeture de bouche, c'est très compliqué. Des fois, on a l'impression qu'il bouge pas, et puis ça parle. Donc du coup, nous derrière, c'est un peu compliqué. Bon, ça, c'est c'est les adaptateurs, c'est leur travail, c'est eux qui font ça. Nous, des fois, comme ils galèrent, on est obligé aussi d'un peu modifier. Mais oui, je dirais que plus c'est de l'adaptation vocale plus que de la création. Je pense pas qu'on fasse vraiment de la création, en tout cas sur du live action. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Mais de l'animé peut-être un peu plus. En revanche. Tu fais bien en parler, donc tu as doublé tu as doublé Joe, j'allais dire Joe Star. Non, j'ai pas Joe Star, non. Pas Joe Star, mais il double très bien lui-même. Joseph Joestar. Voilà, Joe Star, Jojo Bizarre. Ouais.
Et comment t'as pu intégrer ce projet-là? Alors donc pour Joseph Joestar, en fait, ça a été des essais. C'est Alan Aubert qui faisait la direction artistique et il voulait avoir des voix un peu pas connues pour changer un petit peu parce que c'était toujours un peu les mêmes voix qui tournaient. Et en fait, j'ai un pote, le fameux qui m'a dit de faire du doublage, qui avait fait Giorno Giovanna, je crois que c'est ça, dans la saison 5, je ne sais plus. Et pitié de moi si jamais je me suis trompé, mais je crois que c'est ça. En tout cas, et lui, il a adoré l'expérience. Et donc, Alan lui disait, mais maintenant, j'ai les autres saisons à doubler. Je vais chercher des noms. Et puis, il lui a dit, écoute, essaye Sébastien. Voilà. Donc, du coup, il m'a appelé. Il m'a dit, tiens, je vais faire des essais. J'ai 2 rôles à te faire essayer. C'était Joseph Joestar et un autre, je ne sais plus lequel, dans la partie 1, Speedwagon. Voilà, Speedwagon. Et donc j'ai fait les 2 essais et Alan en fait m'a dit ouais je pense que pour toi c'est Joseph Joestar, on va voir ce que dit la prod, etc. Et donc du coup ils ont dit oui et c'était le premier animé que je faisais. D'accord. Voilà, je doublais mais de l'animé non. Et moi je suis pas forcément un immense fan mais j'adore en fait les dessins animés et les animés aussi. Senseiya Forever. Voilà, moi je suis Senseiya. Donc du coup voilà, mais c'était vraiment le seul vraiment animé où je pourrais me le tatouer sur la jambe. Oui. Je l'ai pas fait. Ah ouais. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça va coûte un tarder. peu cher. Ça va pas tarder. Non. Non, mais voilà, c'est ça. J'étais très fan, donc je me suis dit, pouvoir doubler un héros d'animé, c'est presque un rêve, c'est génial, quoi. Et surtout, je voyais le caractère du personnage, je me suis dit, c'est un régal, c'est un régal. Et ça a été un régal. Franchement, avec la direction d'Alan, on a mis une demi-journée à vraiment reprendre vraiment pas mal de choses pour trouver un peu le personnage. Tu as fait le plus ça, fait le plus ci, fait le plus machin. Et après, derrière, quand on avait chopé le truc, ça roulait, et ça a été... Dès que t'as une bonne DA aussi. C'est ça. C'est une petite aiguille. Le directeur artistique, c'est simple, c'est le metteur en scène au théâtre, quoi. C'est le réalisateur sur un tournage. C'est hyper important. Donc, d'ailleurs, on l'entend souvent à certains produits quand tu sens que tu te dis, ouais, là, ça n'a pas été... Enfin, après, il y a plein d'autres problèmes. C'est pas que toujours sur le dos du bébé, hein. C'est le quotidien, le DA, l'adaptation, la qualité du produit. Enfin, il y a plein de trucs. Mais c'est vrai que quand il y a un bon DA, souvent, ça peut sauver des meubles et ça peut faire des très beaux projets, quoi. Et t'as fait quoi d'autre en anime aussi Dernièrement, là, et ça continue, c'est Blue Lock. Je fais Yomachigiri, donc c'est un animé sur le football, etc. Donc là, ça va, je pense, reprendre prochainement. Donc c'était la saison 1. Ça correspond peut-être pas le foot, mais toi qui es pas forcément le sport, ouais. Un grand coureur. Après, dans le rôle qu'on m'a filé, c'était un grand écart énorme avec Joseph Joestar, donc c'était très très drôle. C'est plutôt une force tranquille, un calme. Et c'était très très chouette à faire et je suis très content de le retrouver quand ça va reprendre, quoi. Voilà, ça. Après, j'en ai fait d'autres, mais j'ai fait une légère apparition sur Mushle, mais extrêmement légère. J'ai fait, d'autres, des isekai aussi, pas mal. Voilà. Puis là, peut-être prochainement d'autres, mais je ne peux pas forcément en parler. Mais voilà. Après, tu fais beaucoup de live action. Je fais plus du live action. Ouais. Là, le dernier gros truc que j'avais fait, c'est Blue Beetle. Okay. Je double Jolo Maridueña, donc l'acteur principal, qui joue Blue Beetle. Et voilà, donc lui, c'est moi qui fais sa VF. Normalement, c'est un personnage qu'on va revoir dans le DC Universe. Donc, croisez les doigts pour que ce soit vrai et puis continuer. Et puis là, il y a d'autres séries qui arrivent, mais pareil, je ne peux pas en parler. Il y avait House of Dragon, le spin-off de Game of Thrones, où tu joues Sir Criston Cole. C'est ça. Je prononce bien. C'est exactement ça, Sir Criston Cole. Donc lui, pareil, je fais sa voix française. On va le retrouver là. Qui couche avec la fameuse belle Dagger. Voilà, et puis c'est vraiment le gars hargneux, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est pris un vent une fois, et puis pendant 10 ans, il va buter des gens parce qu'il est pas content, quoi. Hein, voilà, donc on est sur le bon mec bien cliché. Mais c'est rigolo, enfin c'était sympa, parce que vraiment, je le découvrais au fur et à mesure, étant donné qu'on doublait épisode par épisode, et que pour des raisons de confidentialité, on n'a rien vu avant, on ne savait pas quoi que ce soit. Donc du coup, au début, je pensais que c'était le chevalier blanc, c'était charmant, etc. Et en fait, c'est un énorme connard. Et du coup, c'était sympa à découvrir au fur et à mesure. Et même la suite était sympa à faire. Ouais. Sans nous en parler. Là, la suite, c'est-à-dire tu parles de la saison 2. Ouais, saison. Et pas encore nous. Qu'on attend. Voilà, qu'on attend, et que je ne sais pas, je n'ai pas encore commencé dessus, on ne sait pas, c'est prochainement en tout cas.
j'ai pas plus d'infos. J'ai pu voir que t'as aussi doublé dans un anime que j'adore, donc c'est Vinland Saga. Donc à la DA, tu avais Et j'avais Grégory. Grégory Lenné, ouais. Du coup, ma question, et je sais pas si t'as vu les deux versions, une version Crunchyroll, une version Netflix, Ouais. et c'était savoir quelle était la meilleure version. Écoute, malheureusement, je n'ai pas suivi la série. Je devrais, parce que tout le monde me dit, regarde là, outre le fait que j'ai Oui. doublé dessus, Intérêt regarde, t'as intérêt à la regarder parce Mais que la ça version- peut partir très très mais vite. la version Netflix. La version Netflix. Oui, l'autre de Grégory Lenné, on s'en fiche un peu. Grégory Lenné, est-ce que ce dont nous parle Voilà. ça, voilà. Non, mais d'accord, Parce ok. que ouais, il y a eu deux versions. Il y a deux versions. Pour, Mais il y a une différence dans les images ou juste dans le doublage? Non, dans le doublage, ouais. Et Ok. en fait, j'ai eu Greg pourra nous en parler sur Ouais. une interview. Je crois que ça s'est pas trop entendu sur le produit. Ouais, c'est assez quand même aberrant d'avoir le même produit et deux versions différentes. Ça, je t'avoue que je pense que Greg sera plus à même de répondre à ce genre de choses, parce que moi, vraiment, pour le coup, enfin, déjà, le fait que lui soit DA, mais même aussi qu'il connaisse un peu comment tout fonctionne. Moi, je suis vraiment comédien dessus, donc par quelques trucs que je peux entendre, je peux pas me positionner sur un avis parce que je n'y connais rien. donc je sais pas du tout. Mais je regarderai à l'occasion. Non, franchement, c'est Ouais. ça, moi, j'adore. Ah, mais tout le monde me dit qu'il faut regarder, donc je vais le regarder, mais ouais. Donc, à part le doublage, tu as aussi d'autres talents. Et donc, tout à l'heure, tu me demandais à quoi servait ce petit coq. Poulet. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Bah, je vois le numéro 10, je vois du foot, mais je vois, Pas forcément. mais je me dis, ouais, c'est le sport, quoi. Ouais. Ah non. Qui t'a pas, attends, je l'ai fait. DJ Pool, c'est ça? Non, c'est pas ça. Tu fais pas... Ça, c'est dernièrement, tu regardes ça, petit dédicace, toi. DJ Pool. Mais non. Nous savons que tu as chanté, tu as fait beaucoup d'instruments d'ailleurs. Oui. Tu as joué de la batterie, je crois. Batterie, piano initialement, puis de la basse aussi, pas mal. Du coup, ma question va être, mais c'est tes parents qui t'ont poussé à faire plein d'instruments ou c'est une envie Non, justement, ils ont essayé de me freiner. D'accord, Enfin, pas me freiner, mais de me ralentir en disant, mollo, mollo. Mais j'ai commencé par le piano, parce que j'aimais beaucoup. J'avais un copain qui, quand j'avais 10 ans, qui faisait du piano. Je trouvais ça absolument magnifique. Donc, je me suis mis à faire du piano. Et puis, en fait, je faisais beaucoup de djembé, notamment en ayant été en Afrique, etc. Déjà petit, je tapais sur des tam-tams, sur voilà. Et puis, j'ai été vraiment baigné dans des cultures où musicalement, c'était très polyrythmique. C'était vraiment très intéressant. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, donc je me suis mis à la batterie. Ok. Et puis un autre son que j'aimais beaucoup, c'était le côté très rond et très basse de la basse. Et du coup, je me suis mis à faire de la basse. Et donc, je faisais mes propres compositions moi-même avec mes trucs tout seul sur GarageBand à l'époque. Et voilà. D'accord. Mais en fait, ce petit coq fabuleux que j'ai emprunté à mes enfants, ça ne t'évoque rien du tout avec ta voix. Bah, que j'imite la poule. En faisant du beatbox, par exemple. Oh, putain, voilà, c'est ça, DJ Pool, c'est ça. Oui. Alors, tu peux nous en parler de... Alors, parce que faut savoir que j'ai traîné sur ton Instagram à une certaine époque. Ok. Et j'ai pu voir monsieur faire la poule en beatbox. C'est ça sur Instagram. Oui. Bah écoute, bah c'est tout simplement, j'aime bien imiter les animaux. Les gens vont dire mais c'est qui ce dégénéré? Oui, j'aime imiter les animaux. Voilà, le mouton, la poule, toujours beatbox, etc. Non, pas forcément beatbox. Enfin, pas forcément en musique. Ça, c'est parce que je me faisais vraiment chier en cours de maths. D'accord. Okay. Et donc du coup, je faisais de la batterie sur moi. Enfin voilà, des trucs de batterie. Et puis à un moment donné, je me suis mis à j'imitais j'aime beaucoup le funk. Et tu sais les cocottes que t'as au funk là, tac 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 tac. Et voilà, et puis après je me suis mis à faire la poule et puis derrière je faisais de la batterie avec mes mains, machin, etc. Bon là j'ai le micro donc je vais peut-être pas taper, mais du coup oui je tape comme ça, je fais de la batterie puis je fais de la poule en même temps et ça fait toujours son petit effet. La dernière fois on a une crise de fou rire qui a duré peut-être un quart d'heure dans le hall d'hôtel à 1h du matin en buvant du Schweppes agrumes. Hein, donc même pas alcoolisé, attention. Hein, je pense que tu étais avec Greg Lenné. Grégory avait dit sur ça, il y avait Frédéric Barlow, il y avait que lui. Voilà, c'est pour ça, c'est la petite dédicace. Mais il y a d'autres Schweppes qui sont très bons. Mais quel rapport? Ça part en sucette. Donc non, voilà, ça c'est vrai que
Ces conneries-là partent toujours de moments absolument improbables. Et voilà, moi, c'était en cours de maths, je m'emmerdais, donc je faisais de la batterie. Et puis, j'imitais les cocottes, et puis voilà, j'ai fait de la poule, et puis après, voilà. C'est très intéressant. Surtout que maintenant, tu vas peut-être te lancer dans un autre style de musique. La flûte au tissu. La flûte au tissu. Non. Alors là, actuellement, donc nous sommes sur le tournage. Il y a Antoine qui est ici et qui vient de me montrer quelque chose d'absolument improbable. J'en ai obligé de faire la promotion de ça. Il a un morceau de tissu, et il fait de la flûte où il fait du bruit et c'est absolument improbable. C'est très, très fort. Là, je vais enfin trouver peut-être mon maître dans la connerie musicale. Il est très fort. Et j'ai toujours une question de fin, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux comédiens et à l'homme? À l'homme avec un grand H, c'est de continuer à évoluer. Psychologique à la con. Aux comédiens, comédiens et comédiennes de continuer là-dedans. Et puis surtout, moi, il y a un truc que j'ai essayé de garder tout le temps. Ça m'a des fois fermé des opportunités, mais ça m'en a ouvert d'autres que je n'imaginais pas trop. C'est que dès que je suis arrivé dans ce milieu-là, qui comme tous les milieux a ses caractéristiques bien spécifiques, je me suis mis tout de suite des barrières. J'ai dit, je ne passerai pas telle barrière. Je ne ferai pas ça pour ça, je ne ferai pas ça pour ça, etc., etc. Et donc, il y en a, en effet, des choses peut-être un peu plus people, qui seraient peut-être arrivées, mais ça m'intéresse pas. Moi, je veux juste jouer et je veux faire ce métier parce que je veux jouer. Donc, du coup, voilà. Donc, chacun devrait mettre ses limites. Si sa limite, c'est d'accepter d'aller faire ci, faire ça, c'est casse-tête. Très bien, voilà. Mais donc, chacun vraiment cloisonner son confort pour se respecter et respecter un peu tous les autres. Et le travail. Et en effet, ces portes, certaines vont se fermer, mais peut-être que d'autres vont s'ouvrir et vont être peut-être un peu plus dans l'ombre. Donc, on va peut-être pas gagner des Césars et des machins, mais par contre, on va travailler beaucoup, on va aimer ce qu'on fait. Et donc voilà, en fait, arrêtez de chercher la notoriété, parce que sinon maintenant vous avez tous ces trucs d'influenceurs, donc il n'y a plus besoin d'être un acteur forcément, voilà. Donc vraiment, soyez acteur et actrice parce que vous avez envie de jouer. Après le reste, on s'en fout. Et à l'homme, d'essayer d'être un peu cohérent globalement dans la vie surtout. Un bon mariage. Et un beau mariage, en effet. Je te le souhaite. Merci, oui, je vais me marier début août. C'est dur après. Voilà. Oui, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Écoute, Écoute, on va essayer de faciliter la foule. Je te remercie en tout cas. Merci à toi encore, et puis merci au lieu, et merci également à toute l'équipe. À Mathieu de la Plume de Phoenix, qui nous accueille toujours dans ce beau lieu, et à mon équipe technique du Bureau des Songes. Merci d'avoir suivi mon émission Dis-toi Daddy, et à bientôt pour une prochaine. Ciao.